C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par une actualité économique où le budget alloué aux institutions de l'État augmente de 2053 milliards d'ariars dans le projet de loi de finances rectificative 2026 par rapport à la loi de finances initiale 2025. Le budget de la présidence de la République de la Refondation figure également parmi ceux qui ont augmenté. Reportage. Si le budget alloué à la présidence de la République était de 224 milliards d'ariars dans la loi de finances 2025, il passe à 250 milliards d'ariars dans la loi de finances rectificative 2026, soit une hausse de 26 milliards d'ariars. Le budget du ministère de l'économie a également augmenté de 671 milliards d'ariars, passant de 2332 milliards à 3003 milliards d'ariars. Celui de l'Assemblée nationale est aussi en hausse de 85 milliards d'ariars auparavant, il passe à 89 milliards d'ariars actuellement. Concernant la primature, le budget qui était de 339 milliards d'ariars chute fortement à 181 milliards d'ariars, soit une baisse de 158 milliards d'ariars. Le budget alloué à la santé est également réduit de 920 milliards d'ariars auparavant, il passe à 887 milliards d'ariars. En revanche, celui de l'éducation augmente fortement de 1562 milliards d'ariars, il atteint désormais 2183 milliards d'ariars, malgré une baisse par rapport à la LFI 2026 qui était de 2315 milliards d'ariars. L'enseignement supérieur passe de 285 milliards d'ariars à 375 milliards d'ariars, tandis que le ministère de la Population passe de 193 milliards d'ariars à 289 milliards d'ariars. Le budget total des institutions et ministères s'est élevé à 14 408 milliards d'ariars dans la LFI 2025 et atteint 16 461 milliards d'ariars dans le PLFR 2026. Par ailleurs, le budget du Sénat reste inscrit dans le projet de loi de finances à hauteur de 14 milliards d'ariars. Qui sont donc les principaux bénéficiaires de ces importantes allocations budgétaires ? Et on enchaîne par les actualités sociales. Le tarif d'utilisation du stade Barea était encore à la phase de proposition, selon le directeur général du stade qui a convoqué la presse hier pour clarifier la situation après la diffusion massive de l'information sur les réseaux sociaux. Sur la page Viva Événement, pas moins de 1200 internautes ont réagi, dénonçant une décision jugée inadaptée au contexte national. Reportage. Une affiche soigneusement conçue avait déjà circulé sur les réseaux sociaux. Sur la page officielle du Stade Barré, des informations relatives aux tarifs d'utilisation avaient également été publiées. On pouvait notamment lire nos tarifs 5 000 ariars par heure pour les adultes, 2 000 ariars par heure pour les collégiens et lycéens. Mais face à l'ampleur des réactions, le directeur général du Stade Barré a rapidement convoqué les journalistes. Il a expliqué qu'il s'agissait en réalité d'une simple proposition. Essai, hypothèse, proposition, test non officiel, autant de termes qui ont semé la confusion chez les observateurs. Sur notre page, cette affaire a rapidement suscité moqueries et débats entre incompréhension et critique sur la gestion de la communication publique. Une fois de plus, la question demeure. Qui est réellement responsable ? Chacun avance ses explications, mais la responsabilité, elle, reste difficile à établir. Et à chaque polémique, les justifications semblent se multiplier sans qu'un véritable responsable ne soit clairement identifié. Ils sont les ambassadeurs de Madagascar auprès des visiteurs venus des 4 coins du monde. Les guides touristiques jouent un rôle essentiel dans la promotion du patrimoine naturel et culturel d'un pays. Malgré les défis auxquels fait face le secteur du tourisme, cette profession continue d'attirer de nombreux jeunes. Aujourd'hui, la Fédération des guides de Madagascar compte 2075 membres. Détails sur les images de Yves Janel. Dans les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites historiques ou encore les circuits touristiques, les guides sont omniprésents.
Leur mission, faire découvrir les richesses de Madagascar tout en assurant l'accompagnement des visiteurs. Pour de nombreux jeunes, ce métier représente bien plus qu'un simple emploi. Il permet de partager leur passion pour la nature, l'histoire et la culture malagasy, tout en contribuant au développement du tourisme. Le métier exige toutefois plusieurs compétences. La maîtrise des langues étrangères, une bonne connaissance du terrain et la capacité à communiquer avec des visiteurs de différentes nationalités sont indispensables. Boud est dans ce secteur depuis plus de 25 ans. Tenue adaptée au terrain, chaussures de marche, chapeau ou casquette pour se protéger du soleil, chaque détail compte pour les guides. Selon les circuits proposés, ils emportent également plusieurs équipements indispensables. Jumelles pour l'observation de la faune, lampe torche pour certaines excursions, cartes, téléphone, trousse de premier secours, bouteilles d'eau et parfois même des guides d'identification des espèces animales et végétales. Aujourd'hui, la Fédération des guides de Madagascar regroupe 2075 membres à travers le pays. Un chiffre qui reflète la vitalité de cette profession et l'intérêt qu'elle continue de susciter auprès de la jeunesse. Et il n'existe pas de prothésiste dentaire travaillant de manière indépendante, rappelle le président de l'Ordre des chirurgiens dentistes et spécialiste de la cavité buccale en réaction aux problèmes liés aux prothésistes dentaires à Madagascar. L'Ordre insiste sur la protection de la santé publique et appelle au respect strict des réglementations en vigueur dans ce domaine. Andniana Martina sur les images de Nzar Hanjiansu. Avec 28 années d'expérience dans le domaine de la santé bucco-dentaire, le docteur Rabemanazar Daniel est un praticien formé à l'OSTM, la seule école supérieure spécialisée dans la formation en dentisterie et soins bucco-dentaires à Madagascar. Le métier de chirurgien dentiste est une activité hautement sensible, encadrée par des normes strictes, d'où une formation de 7 ans. Depuis 1 an, le docteur Daniel est à la tête de l'Ordre des chirurgiens dentistes et spécialistes de la cavité buccale, une période marquée par le renforcement de la régularisation du secteur, notamment celle des prothésistes dentaires. Ces derniers ne peuvent, selon lui, être dissociés des chirurgiens dentistes. Les activités des prothésistes dentaires sont encadrées par le décret numéro 2017-901 qui stipule que l'ordre est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'exercice. Toutefois, seule une partie des praticiens se sont conformés à cette réglementation, certains disposant même d'autorisations délivrées par le ministère de l'Artisanat. L'Ordre des chirurgiens dentistes et spécialistes de la cavité buccale réitère ainsi son appel au strict respect des normes, notamment dans le secteur de la santé publique. Et direction à Antsirabe à présent, où les directions régionales de l'éducation nationale du Vaknakarach et les responsables concernés se disent prêts à accueillir les examens officiels du CEPE et du BEPC. Un dispositif de contrôle strict sera mis en place avant, pendant et après les examens, notamment pour la sécurisation des sujets, des copies d'examen ainsi que la gestion des candidats. Jamson Naranjanarman de Viva Antsirabe. La préparation des examens nationaux du CEPE et du BEPC touche à sa fin au sein de la Direction régionale de l'éducation nationale du Vaknakarach, en collaboration avec la préfecture, les forces de l'ordre et les autorités régionales. Un contrôle strict sera appliqué avant, pendant et après ces épreuves, notamment concernant la sécurisation des sujets, des copies d'examen, ainsi que tout ce qui concerne les candidats. Les élèves et les parents peuvent ainsi être assurés. Les examens se dérouleront dans de bonnes conditions. Pour l'examen du CEPE, 50 680 candidats sont inscrits, répartis dans 1487 salles d'examen à travers les 7 circonscriptions scolaires de la région Vaknakarach. Le plus jeune candidat est âgé de 6 ans, tandis que le plus âgé a 58 ans. On compte également 47 candidats en situation de handicap. Ce chiffre enregistre une baisse de 0,28% par rapport à l'année précédente. Concernant le BEPC, 23 957 candidats sont inscrits et répartis dans 740 salles d'examen. Le plus jeune candidat est âgé de 9 ans et le plus âgé de 51 ans.
On dénombre également 28 candidats en situation de handicap. Et la session de clôture de l'année scolaire 2025-2026 pour les étudiants en art oratoire de la promotion Louarane au sein de la région Fimpima-Intirabé s'est achevée samedi dernier. La remise des diplômes délivrés par le siège national de la Fimpima ainsi que l'attribution du limbe de promotion en tant qu'orateur auront lieu le 27 juin prochain. Toujours un reportage de Jameson Ranjanaramanan. Organisée durant le mois de mai, la session de fin d'année 2025-2026 s'est achevée samedi dernier pour les 12 sections composant la région Fimpima, Intirabé appartenant à la promotion Louarane. La clôture s'est tenue au sein de la section Fimpima Iltsuveri. Les épreuves à la fois orales et écrites ont été élaborées par le siège national de la Fimpima et supervisées par les membres du bureau régional. Il a été constaté que les étudiants en art oratoire de la région d'Intirabé ont fait preuve de dynamisme tout au long de cette année scolaire. La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le 27 juin devant le monument de l'indépendance à Intirabé, où les lauréats de la promotion Louarane recevront également leur limbe de promotion en tant qu'oratoire. Par ailleurs, le grand rassemblement semestriel des membres de la Fimpima de Madagascar et de la diaspora se tiendra à Madzang du 27 juillet au 2 août. Enfin, le 30 juillet aura lieu l'élection du président de la Fikambanan Pigabar Malagasy, à laquelle participeront les étudiants en formation ainsi que les membres titulaires. Et parlons sport à présent, où le programme de la Coupe du Monde de foot se poursuit avec les rencontres du groupe B aujourd'hui. Les amateurs de foot suivront notamment l'affrontement entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine à 22h heure de Mada. À 4h du matin, heure de Mada, les États-Unis, pays hôtes, entreront en scène pour tenter de décrocher 3 points face au Paraguay. La rencontre se jouera à Los Angeles. Il est à noter que les États-Unis et le Canada organiseront chacun leur cérémonie d'ouverture dans le cadre de cette Coupe du Monde. Des artistes et des figures du cinéma de renom sont annoncés par les deux pays pour ces événements très attendus. Avec 48 équipes et 104 matchs, le tournoi promet d'attirer des millions de supporters à travers l'Amérique du Nord. À Houston, où 7 rencontres sont programmées, les organisateurs affichent leur optimisme. Mais certains hôtels peinent à remplir leurs chambres et de nombreux supporters dénoncent des billets devenus inaccessibles. France 24. Ils sont les tout premiers à découvrir la fan zone officielle. Une rue entièrement bloquée pour accueillir gratuitement les spectateurs, une boutique officielle qui déborde de produits dérivés et des supporters impatients. On l'attend depuis longtemps. Moi, j'attends ce moment depuis le dernier jour de la précédente Coupe du Monde. C'est familial, joyeux, ça rassemble tout le monde monde entier est là. C'est vraiment le seul sport qui capte l'attention de toute la planète, alors c'est le meilleur. Ils ont fait encore plus de préparatifs pour la Coupe du Monde que pour le Super Bowl. C'est vraiment génial de voir des gens venir du monde entier ici à Houston. J'ai vraiment envie d'aller voir un match. J'habite à 5 minutes d'ici, donc voir les rues fermées, ce n'est pas quelque chose auquel je suis habituée. Mais je suis tellement heureuse que la Coupe du Monde soit ici. Au centre de la fan zone, une scène et des écrans géants où les matchs seront diffusés en direct. Houston, are you ready for World Cup 2026? We look forward to the next 40 days of the World Cup being here and Houston shining to the rest of the world. Pour le comité d'organisation locale, c'est l'aboutissement de 3 ans de préparatifs et près de 500 millions de dollars d'investissement. Il faut vraiment qu'une ville entière se mobilise et mette en place un plan solide pour les transports, la sécurité, les améliorations du stade, les installations d'entraînement, la fan zone. Cela représente un énorme effort. Nous estimons que 500 000 visiteurs viendront à Houston pour la Coupe du Monde et à seulement 2 jours du début de la compétition, nous n'avons aucune raison de revoir ces prévisions à la baisse. Pourtant, à quelques minutes seulement du stade qui accueillera 7 matchs de la compétition, l'enthousiasme est beaucoup moins évident. Dans le centre-ville, la majorité des 100 chambres de cet hôtel historique restent inoccupées. Pour le premier week-end de match, les réservations sont loin, très loin des prévisions pour un événement de cette ampleur.
Pour le premier match, le 14 juin, il nous reste encore 80 chambres disponibles, ce qui signifie que notre taux d'occupation n'est que de 20%. Le seul match pour lequel nous observons une forte hausse des réservations est celui du 17 juin, le match du Portugal. On nous avait dit que ce serait l'équivalent de 2 ou 3 Super Bowls. Et ici, le Super Bowl, c'est 10 à 11 jours consécutifs à guichet fermé. Quand on nous a expliqué que la Coupe du Monde susciterait le même engouement, voire davantage, nous étions très enthousiastes. Depuis, c'est la déconvenue et les annulations de dernière minute s'accumulent. Des étrangers dans l'impossibilité de voyager ou un supporter dont les billets étaient en fait une arnaque. Ce week-end, cette chambre sera facturée entre 199 et 209 $ la nuit. Pour la Coupe du Monde, nous pensions pouvoir la facturer entre 400 et 450 $. Un énorme manque à gagner pour l'établissement qui, en plus de coûteuses rénovations, a investi 15 000 $ en préparatifs spécifiquement pour la Coupe du Monde. Au final, d'un point de vue financier, cela ne nous profite pas vraiment. En revanche, en termes d'expérience client ainsi que pour nos évaluations, cela nous a clairement aidés. C'est un peu une relation d'amour-haine avec la FIFA. Nous avons obtenu les améliorations que nous voulions et dont nous avions besoin, mais pas les retombées que nous espérions en retour. Problème pour obtenir des visas, prix des billets trop élevés, une image du pays écornée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, autant de facteurs qui ont refroidi les supporters étrangers. Pour ce professeur en économie, cela pourrait bien impacter les retombées attendues, estimées par la ville à 1,5 milliard $. L'impact économique sur la région serait plus important si les Européens venaient remplir les stades ou même si les Californiens faisaient le déplacement. Les dépenses locales, elles, auraient lieu d'une manière ou d'une autre. Si je vais voir la Coupe du Monde ce mois-ci, mais que je ne vais pas au bowling en famille le mois suivant, cet argent serait resté dans l'économie locale, de toute façon. Mais le public local n'est pas mieux loti. Alfonso vit à une demi-heure du stade. Ce père de famille surveille chaque jour les prix des billets qui fluctuent, comme pour ce match de poule entre le Portugal et la République démocratique du Congo. 3 billets avec vue limitée à 1024 $ chacun, frais compris. Et ce sont pratiquement les places les plus en hauteur du stade. C'est le prix par billet ? Oui, par billet. Donc on arrive à 3075 $ pour 3 billets. En se basant sur les prix de la dernière compétition au Qatar, Alfonso avait promis à son fils de l'emmener voir plusieurs matchs. Je voulais y aller. Je voulais voir mon idole, Ronaldo. C'est lui qui m'a donné envie de commencer à jouer au football. On pourrait faire tellement mieux avec cette somme. Si je décide d'aller voir un match du Real Madrid, même sur le marché secondaire, je peux trouver des billets à 300 ou 400 $. J'ajoute un vol à 600 $ et pour environ 1000 $, je suis dans un autre pays. Là, il n'y a aucun respect pour la communauté locale. Tout ce qui compte, c'est de faire un maximum d'argent sur notre dos. Dans le club amateur où Alfonso joue chaque semaine, le sentiment est partagé. Ses coéquipiers se contenteront des retransmissions à la télé. Je vais soit regarder les matchs à la maison avec des amis, soit peut-être dans un bar. Les prix sont beaucoup trop élevés. Je ne sais pas qui peut se le permettre. Je fais des heures supplémentaires pour pouvoir peut-être aller voir un match. Je suis enseignant et normalement je suis en vacances l'été. Mais cette année, je travaille tout l'été dans l'espoir de pouvoir acheter un billet. Après la compétition viendra le temps de rendre des comptes. La ville de Houston promet de mesurer en détail l'impact du mondial sur la région. Et à 10 mois de la présidentielle 2027, le gouvernement français alerte sur des possibles tentatives d'ingérence étrangère dans le scrutin. Le Premier ministre Sébastien Lecornu évoque des menaces lourdes après plusieurs signalements et enquêtes ouvertes sur des opérations d'influence numérique lors des récentes élections municipales. France 24. À 10 mois de l'élection présidentielle, c'est une menace qui préoccupe le gouvernement. Devant les chefs des partis politiques réunis à Matignon, le Premier ministre a tenu à faire le point sur les risques d'ingérence électorale en partant des opérations passées survenues lors des dernières élections municipales. La Viginum, le service de lutte contre les manipulations en ligne, a identifié plusieurs opérations différentes, dont 2 liées à des réseaux pro-russes et l'une qui serait liée à une entreprise israélienne nommée Blackcore. Les autorités la soupçonnent d'être à l'origine d'une campagne de dénigrement de plusieurs candidats LFI au municipal via de fausses accusations de viol, de pédocriminalité ou des dénonciations de prise de position pro-palestinienne. Selon la Viginum, d'autres pays ont aussi été ciblés par Blackcore. Ce mode opératoire, il n'a pas seulement visé les élections municipales en France.
Il semble également avoir été utilisé pour mener des opérations d'ingérence numérique étrangère dans d'autres pays ou régions, comme l'Angola, le Togo, les élections en Écosse et également l'élection municipale à New York en 2025. Selon la Viginum, l'entreprise serait la porte d'entrée vers un écosystème d'entités cyber-israéliennes liées à un ex-membre des renseignements du pays. Les autorités indiquent avoir questionné Israël sur les agissements de Blackcore. Dès lors que les services ont vu que depuis le sol israélien, précis, le sol israélien, ces ingérences évidemment arrivées pendant l'élection municipale, il va sans dire que nous avons effectivement demandé des explications, de l'aide aussi. Peut-être un groupe privé en Israël, qui échappe à la vigilance ou au contrôle des autorités gouvernementales ou étatiques israéliennes. Sur son site internet, qui a été supprimé depuis des révélations dans la presse ces derniers mois, Blackcore se décrivait comme une entreprise d'élite spécialisée dans l'influence, conçue pour l'ère moderne de la guerre de l'information. Et puis, une grande réforme de la politique migratoire européenne entre en vigueur vendredi, 2 ans après avoir été adoptée. Elle entend modifier en profondeur la gestion des demandes d'asile dans l'Union européenne. Tour d'horizon avec France 24. Elle est annoncée comme la grande réforme de la politique migratoire européenne. Mais pour les responsables politiques des 27, chargés de la mettre en œuvre, le combat ne fait que commencer. Le gouvernement grec prévoit ainsi de créer des centres d'accueil dans des pays tiers pour les demandeurs d'asile déboutés. Et l'opposition a déjà manifesté son désaccord. Puisque nous sommes incapables d'effectuer les renvois, nous deviendrons dans le cadre du pacte sur la migration une prison financée. Nous deviendrons les gardiens de prison de l'Europe, subventionnés par l'Europe. L'ambition du pacte européen est de réformer la gestion des arrivées de migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il prévoit 4 mesures principales. D'abord, une nouvelle procédure d'identification des demandeurs d'asile arrivant aux frontières. Leurs informations biométriques seront conservées dans une nouvelle base de données. À l'issue d'un délai de 7 jours, les migrants seront soit orientés vers une procédure d'asile, soit renvoyés dans leur pays d'origine ou de transit. Deuxièmement, la mise en place d'un nouveau mécanisme de solidarité entre les États membres de l'Union européenne. Pour soulager les pays situés le long des routes migratoires, comme la Grèce ou l'Italie, les 27 se sont engagés à relocaliser un minimum de 30 000 demandeurs d'asile sur leur sol par an. Ou à défaut, à verser une contribution financière de 20 000 € par personne. Troisièmement, un régime dérogatoire et un mécanisme de solidarité exceptionnel pourront être mis en place, en cas d'afflux massif de migrants, comme lors de la crise des réfugiés de 2015-2016. Enfin, la création en dehors de l'Union européenne de centres pour les personnes déboutées d'asile. Ces hubs de retour, plébiscités par plusieurs pays européens, sont rejetés par certains responsables et de nombreuses ONG, inquiets du non-respect des droits humains dans ces structures. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et merci également au salon de beauté Classic Style Mbatoumene pour la mise en beauté. Au revoir et excellent vendredi à tous.